mettre à l'approche. Tant que tu n'auras pas installé un écran là, tu pourrais faire installer un écran juste là. Bah là, il faut qu'il descende. Mais nous, on n'a pas besoin de devant. Nous, c'est nous qui présentons. Ouais, voilà. Bonsoir. Donc nous allons faire l'appel. Donc Madame Laziza Kadouri absente, pouvoir à Madame Vella. Monsieur Florent Ressian. Madame Michel Vella. Monsieur Nicolas Bourgeois. Madame Eliane Ernaud. Monsieur Éric Drumont. Monsieur Laurent Agostini. Cindy Hall, pouvoir à Monsieur Franz. Monsieur Sébastien Henriquet, pouvoir à Monsieur Ferrec. Madame Gaëtane Paul, pouvoir à Madame Klockner. Madame Anne-Sophie Wolf. Madame Aurélie Gauthier. C'est pas grave. Monsieur David Herblot. Madame Sabine Delepierre. Monsieur Fabrice Calulier. Oui, ça arrive après. Bonne intervention. À voter. Madame Florence Willy, pouvoir à Monsieur Gurdala. Monsieur Michel Roux, pouvoir à Monsieur Calulier. Madame Caroline Moula, pouvoir à moi-même. Monsieur Jean-Marc Fac, pouvoir à Monsieur Goujard. Madame Christine van der Straten. Madame Valérie Caron. Monsieur Patrick Ferrec. Madame Yasmine Chani. Jean-Noël Gurdala. Anne-Charlotte Tassin. Alexandre Goujard. Christine Klockner. Stéphane Franz. Et moi-même. Ok, c'est bon. On voit que la neige et la maladie ont fait un peu de dégâts. Donc le premier point à l'ordre du jour, secrétaire de séance, Christine Klockner. Le premier point à l'ordre du jour est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 décembre. Donc dernier conseil, est-ce que vous avez des remarques ? Donc je vous propose de l'adopter en l'état. Qui est contre ? Donc un contre. Alors, si vous pouvez bien relever la main, donc qui est contre ? 6 contre, voilà, ça augmente. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Je trouve ça étonnant d'être contre et de ne pas avoir de remarques. Mais bon. Non, c'était le point d'avant. Le deuxième point, donc les décisions du maire. Non, mais c'est... Oui, je vous ai expliqué pourquoi. Vous n'êtes pas tout à fait honnête parce qu'on en a discuté après le conseil et je vous ai donné exactement l'exemple. D'accord. Donc ne dites pas que je vous en ai pas parlé. D'accord. On peut déterrer les dossiers, Monsieur Drumont, ne me forcez pas à ressortir les anciens dossiers. Oui, bah. Ah bon. On en parlera après le conseil. Non, pas des insinuations, des vérités. Donc, point numéro 2, décision du maire. Donc, la décision numéro 147 qui concerne l'acquisition, va avoir de préemption de la propriété Place du Calvaire, donc qui est en fait l'église anglicane qui a été proposée donc à la vente et que la mairie a décidé de préempter pour une somme de 65 000 euros. Est-ce que vous avez des questions ?
Là, on vous a expliqué un petit peu, alors, je ne sais pas pourquoi, les numéros de décision sont réservés à l'avance et après sont publiés au moment où la décision est réellement prise. Donc il n'y a pas de conséquences. J'en ai informé certaines personnes ici présentes dans la salle qui ne sont pas élues, pour ne pas la nommer Madame Jean, avec qui j'ai fait ça en concertation, voilà, pour évoquer les projets qui pourraient être réalisés dans cette église anglicane avec l'ALMA. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait sous le manteau, ça a été fait en concertation avec les habitants de la commune qui étaient potentiellement intéressés pour utiliser ce bâtiment. Bah, c'est pas mal. Non, je te laisse continuer. Non, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit le mot. Connaissant Madame Jean, je suis pas sûr que ce soit le mot. Voilà. Point numéro 3. Donc la fiscalité directe locale 2019. Et donc je vais laisser Madame Klöckner vous la présenter. Conformément aux dispositions de l'article 1639A du Code général des impôts, les communes doivent faire connaître aux services fiscaux avant le 15 avril de chaque année les décisions relatives au taux des impositions directes perçues à leur profit. Et donc, en application de cet article, il appartient au conseil municipal de voter les taux des taxes foncières, bâties, non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises. Nous vous proposons de voter les taux de fiscalité directe pour l'année 2019 conformément au tableau qui vous a été joint au rapport et que je souhaite vous présenter. Présenter plutôt au public. Ouverture. Plus. Désolée. Ouais, je sais. La technologie, il se coince. Alors, les voilà. Et voilà les taux. Affichage. Voilà. Alors, l'année dernière, le taux de la taxe d'habitation était de 22,14%. Nous... Désolé, ne veut pas. Voilà. Était de 22,14%. Nous vous proposons pour l'année 2019 le maintien à 22,14%. La taxe sur le foncier bâti était de 12,13%. Nous vous proposons une baisse de ce taux pour le porter à 11,50%. Le taux sur la taxe foncier non bâti était de 26,94. Nous vous proposons de le maintenir. Quant au taux de la cotisation foncière des entreprises, nous vous proposons de le maintenir également à 16,27%. Qui est pour ? Il y avait quand même juste une question. Il y a quelques temps, vous nous aviez dit, alors c'est il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, qu'en fait, si on bougeait un taux, on était obligé de bouger les autres. Oui. Madame Klöckner, alors oui, en fait, donc oui ou non ? oui. Oui, vous non, avez tout à fait raison. Vous avez raison. Mais... Sauf pour le taux sur la taxe foncier bâti. C'est le seul qui est indépendant. Les 3 autres, lorsqu'on en bouge un, a un impact sur les autres. Le seul qui est libre de mouvement, c'est celui que nous faisons, que nous changeons, que nous vous proposons de changer pour 2019. La taxe foncière, la taxe sur le foncier non bâti et la CFE sont des taux qui sont liés. Voilà, quand vous en bougez un, les 3 bougent automatiquement. La taxe sur le foncier bâti, c'est le seul taux qui n'est pas lié, qui peut être bougé seul. Voilà. C'est pour ça qu'on souhaite cette année le faire varier à la baisse. D'autres questions ? Donc, qui est contre ? Ça dépend, parce que très clairement, là, voter le point là tout de suite comme ça, en votant juste le taux, quand on voit ce qui vient après, alors oui, on baisse sur la taxe foncière sur le bâti, oui. D'accord. Par contre, si on compte la taxe d'habitation, le non-bâti et la CFE, on a une augmentation qui est quand même substantielle. Parce qu'il y a eu des erreurs d'addition, donc alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle après. Non.
Si, enfin, je suis désolé. Les erreurs d'édition. Quelles erreurs d'addition? Écoutez, prenez la page 13, additionnez les montants, et si jamais vous me dites que c'est bon, je ne comprends pas, ou alors il y a un problème dans le M14. Mais il y a un problème. Prenez le montant 2019, il est noté 7 877 9 et 75 centimes. Si on additionne, ça donne 7 967 000. Il y a 90 000 € d'écart. Voilà. Sur la page 13. Donc, Bon, Madame Delia, je vais vous répondre. elle est pas. Non. Mais ça, je comprends bien. Ce que je vous disais justement, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Sur le M14, je n'en trouve pas trace. C'est tout ce que je... Non. Vous pouvez l'avoir dans le journal, mais pas ici, effectivement, dans la maquette M14. Mais si vous voulez, l'année prochaine, nous rajouterons une ligne qui fera état de cette compensation, mais qui ne fait pas l'objet des bases sur lesquelles on vote les taux. C'est bon? Vous avez eu votre explication? Donc, qui est pour? Que pour une baisse, mais enfin, c'est inexplicable. Le point suivant concerne l'affectation provisoire des résultats de 2018 au budget communal primitif 2019. Conformément à l'article L. 2311.5 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut affecter au budget primitif 2019 les résultats provisoires de l'exercice précédent. Les résultats provisoires de l'exercice précédent,
s'annonce pour la section de fonctionnement à 2 265 643,52. Pour la section d'investissement, 782 427,57. Nous avons en reste à réaliser en dépenses 1 331 747,73 euros et en recettes 237 998,20. Le résultat net de clôture s'affiche à 1 957 321,56 euros. Il est donc proposé au Conseil municipal d'affecter au budget primitif de cette année en excédent de fonctionnement à hauteur de 500 000 euros et un report sur l'investissement pour 1 765 643,52 euros. Vous avez des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Le point suivant concerne la présentation du budget primitif principal. C'est un acte de prévision et comme tous les ans à la même époque, plus ou moins, nous nous retrouvons pour voter le budget principal et les budgets annexes. Un rapport détaillé vous a été transmis. Et donc ce soir, en fait, nous allons présenter de manière succincte les éléments qui figurent dans votre rapport. Tout d'abord, un rapide aperçu de l'environnement macroéconomique qui met sous contrainte les collectivités territoriales d'une manière générale et bien entendu la commune de La Morlaye. À l'international comme en Europe, une croissance économique s'affiche avec un léger ralentissement. Et en France, l'économie progresserait, mais de manière ralentie, avec une croissance de 0,4% et un taux d'inflation qui avoisinerait les 1,3% sur l'année. Donc pour les collectivités en général, contraintes donc traduites par la poursuite de contrats financiers entre l'État et les collectivités, qui suppose donc que les dépenses de fonctionnement soient limitées à une augmentation qui ne dépasserait pas les 1,2% pour 2019. La deuxième tranche de suppression de la taxe d'habitation va être initiée et l'État va maintenir la dotation globale de fonctionnement, mais les modalités vont être revues puisque désormais elle sera répartie en fonction des richesses de chaque commune. Alors pour la Morlaye, cette mise sous contrainte va nous obliger à continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement, nous oblige à rechercher de manière active, plus active encore, des recettes d'investissement auprès de nos partenaires financeurs, tout en poursuivant la baisse de la fiscalité locale. Nous vous proposons une synthèse qui figure aussi dans votre rapport d'activité. Le budget de la commune s'élève pour 2019 à 19,2 millions d'euros et il se répartit en fonctionnement à hauteur de 11,7 millions et d'investissement à hauteur de 7,5 millions d'euros. Nous allons décomposer tout d'abord, rentrer dans le détail tout d'abord de la section de fonctionnement en présentant rapidement les différentes dépenses et ce que nous prévoyons pour 2019. Nous prévoyons donc une baisse des dépenses de fonctionnement par rapport à 2018 d'environ 2%, ce qui va permettre de réaliser une économie de 45 euros par foyer fiscal. Dans le détail, cette réduction va concerner les charges courantes, les charges à caractère général, une réduction de 2,4% par rapport à 2018, et les charges de personnel vont également réduire d'environ 2%. Pour 2019, conformément à la demande que vous nous avez faite en commission finances, nous vous présentons la répartition des agents par catégorie. 77 personnes sont de catégorie C dans notre commune, 7 catégorie B et nous avons 4 catégories A. Tous les articles font l'objet d'une réduction, y compris l'article 65, qui va réduire par rapport à 2018 d'environ 3%. Vous avez le détail également présenté dans le rapport. Pour plus
plus de compréhension. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous anticipons une hausse des recettes de fonctionnement par rapport à 2018 d'environ 4,5%. Si on rentre dans le détail, cette hausse est due essentiellement, comme vous pouvez le voir, à une hausse très importante, enfin une structure, une place très importante des impôts et des taxes à hauteur de 83%. Et le reliquat, 17%, provient notamment des dotations de l'État et des subventions. Si on rentre dans le détail maintenant des impôts et des taxes, elles sont en augmentation par rapport à l'an dernier de 2,2%. Et en allant aussi dans le détail de ces impôts et taxes, on s'aperçoit que les droits de mutation nous permettent d'avoir une augmentation de 17% de cette base-là. Les 4 taxes locales, bien évidemment, et une baisse sur la TASCOM, les taxes sur l'électricité, l'imposition forfaitaire de l'enfouissement des réseaux et les droits de place. En ce qui concerne maintenant les dépenses d'investissement pour la deuxième section de notre budget primitif, nous prévoyons une politique d'investissement soutenue qui va s'élever à 75%, qui sera à 75% à la hausse par rapport à 2018, soit un investissement pour chaque Morlacuméen de 746 €. Dans quel secteur allons-nous principalement investir ? Eh bien, pour 2019, ce sera principalement la voirie. Mais les autres secteurs ne sont pas oubliés, le bâtiment, les espaces verts, l'urbanisme, le scolaire, le cimetière et la police municipale. En ce qui concerne les recettes d'investissement, comment allons-nous financer ces investissements ? Les différentes sources de financement vous sont présentées et nous nous apercevons qu'elles sont équilibrées. Essentiellement grâce à de l'autofinancement, soit qui provient de cette année, de l'équilibre du budget 2019, grâce au virement de la section de fonctionnement en investissement, mais aussi de l'excédent de fonctionnement qui provient de l'année précédente. Bien entendu, cette année, nous allons avoir recours à un emprunt d'équilibre, mais dans des proportions tout à fait raisonnables, équilibrées comme vous pouvez le voir. Si nous rentrons dans le détail maintenant des subventions d'équipement, qui ont une place importante dans notre source de financement, nous nous apercevons que le principal financeur reste le département de l'Oise, et qui nous finance à presque 82% pour l'année 2019. L'emprunt peut poser question, mais nous sommes dans une situation à la Morlaix totalement saine, puisque notre capacité de désendettement s'élève à un petit peu plus de 3 années pour 2019, hors effet du nouvel emprunt. Si nous prenons en considération l'emprunt, qui va nous servir à équilibrer, nous passerions de 3,08 années à 4,22, ce qui nous maintient dans une situation saine. Et nous avons fait des scénarios que nous vous proposons ce soir pour connaître notre stock possible d'emprunt, notre capacité à emprunter et voir ensemble que nous pourrions aller jusqu'à un emprunt de 13,5 millions d'euros, 2 millions y compris, et que nous serions encore dans une situation totalement correcte, puisque l'État tire la sonnette d'alarme dès lors que l'on dépasse les 11 années de capacité d'endettement. Alors, cet endettement actuel, il est permis grâce à différents partenaires bancaires, notamment la Banque Postale, le Crédit Foncier et, dans une moindre mesure, la Caisse des dépôts et consignations. Je ne vous ai pas parlé visuellement de notre niveau d'épargne, de nos différents niveaux d'épargne, mais vous l'avez dans le rapport. Nos niveaux d'épargne restent totalement corrects. Voilà, l'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette restent à des niveaux totalement satisfaisants également. Voilà. Avez-vous des questions sur le budget principal avant de passer au budget annexe que sont l'assainissement et l'eau potable ? Alors, pourquoi ils ne correspondent pas ?
Il est possible que vous ne preniez pas en considération les différentes décisions modificatives que nous avons prises en cours d'année et qui expliqueraient la différence entre ce que vous pourriez avoir sur un budget précédent, par exemple celui de l'année dernière que nous avons pu voter ensemble, et celui qui apparaît sous vos yeux aujourd'hui. Donc le budget, la colonne que vous avez, Monsieur Drummond, pour mémoire budget précédent, tient compte des différentes décisions modificatives que nous avons votées en cours d'année. Or, le budget que vous aviez l'année dernière n'en tenait évidemment pas encore compte. Je vais laisser la parole à Madame Poix qui aura l'information à vous donner, j'en suis certaine. Du réalisé. Ce que veut dire Madame Poix, c'est que vous comparez les deux budgets, et c'est normal que vous les compariez, 2018-2019, mais Madame Poix a fait tous ses calculs par rapport au réalisé. Non. Il n'y a pas de DM, il n'y a jamais de DM pour le 012. Les décisions modificatives viennent modifier des lignes du budget. Donc forcément ont un impact sur les chiffres. Madame Poix est en train de vous expliquer qu'en fait, elle a prévu pour 2019 des lignes à partir d'un réalisé. Ce qui est un peu différent pour essayer d'expliquer, c'est que cette année, nous avons beaucoup de départs en retraite, il y a eu beaucoup de remaniements à l'intérieur du personnel communal, avec des changements de responsabilité, des départs d'encadrants qui étaient de catégorie B, des emplois qui étaient de recrutement qui étaient donc en catégorie A, donc sur des emplois plus diplômés, donc des salaires un peu plus élevés. Donc c'est vrai que ces départs et ces remaniements n'avaient pas été imaginés l'année dernière quand nous avons présenté le budget. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un réajustement au niveau de la case budgétaire qui correspond aux agents qui ont été recrutés cette année. Voilà. Donc si je prends l'exemple par exemple du nouveau responsable de l'urbanisme, il est arrivé le 1er décembre. Voilà, donc il a impacté très peu 2018 et donc parce que sur 2018 il n'a pris qu'un mois de salaire. Sur 2019, il va prendre 12 mois de salaire. Donc voilà. Donc il y a eu des remaniements de personnel, le départ de Célignette catégorie B, donc l'emploi de Tank Guizert catégorie A, l'arrivée également de Pascal Camara, responsable des marchés publics, Master 2 catégorie A. Donc c'est vrai que nous avons gagné en qualification et en professionnalisme au sein de la mairie. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques ajustements en fait au niveau des lignes, parce que vous savez très bien que plus les salaires sont élevés, plus on paye proportionnellement de charges.
Donc c'est ce qui peut correspondre un petit peu au niveau des différences des lignes que vous voyez. Mais globalement, la masse salariale est maîtrisée, puisqu'en fait, nous envisageons une baisse globale des charges de personnel. Donc il y a des remaniements internes qui peuvent entraîner des fluctuations de charges, mais globalement, la masse est maîtrisée parce que les grands chiffres, on passe de 3,6 millions budgétés l'année dernière à 3,530 millions aujourd'hui. Voilà, donc on baisse globalement le budget de la masse salariale. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des ajustements à la ligne en fonction des catégories de personnel qui sont employés, et ainsi de suite. Le budget qui bouge principalement, en fait, c'est le personnel non titulaire, de 50 000 euros. Là, sinon, les titulaires, ils restent le même. Maintenant, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai vu également que vous aviez un collaborateur de cabinet. C'était noté comme ça, en tout cas, page 59. Le collaborateur de cabinet. Qui ? Bah, justement. Bah écoutez, je le découvre. Pas collaborateur, c'est Didier, c'est mon directeur de cabinet. C'est ça, c'est Didier qui est toujours présent depuis page 59. Attends, le nom, c'est peut-être collaborateur de cabinet. Donc c'est Didier Kessler, mon directeur de cabinet, oui, tout à fait. Parce que là, il est en tant que titulaire. Donc... Ah, il est en tant que titulaire. Ah oui, donc je regarde. Donc, Madame Poix, vous m'avez mis Didier Kessler titulaire. Alors qu'il est en CDD, tout le monde le sait. Mais sur un siège éjectable. J'ai pas appuyé sur le bouton. Alors, où est-ce que vous voyez ça? Page 53, pardon. 59. 59, pardon. 59. Alors, excusez-moi. Collaborateur de cabinet, directeur général des services, emploi permanent à temps complet. Et ben voilà. Donc, où est-ce que vous voyez qu'il est titulaire? Il n'y a pas marqué titulaire, non? Voilà, c'est ça. Pourquoi vous me dites qu'il est titulaire? C'est bon? Non, je me suis trompé. Il n'est pas titulaire, pardon. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça, non. Mais la DGS non plus, d'ailleurs. Ah bah non. Non, ils sont tous sur des sièges éjectables. Magnifique. On appuie sur le bouton et tout le monde saute. Page. Oui. Oui. C'est curieux, hein. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, oui. Oui, il y a la régularisation de Lidl. Donc Lidl va racheter le terrain sur lequel il a construit donc pour une somme de 5 000 euros. Non. Lidl a son quai de déchargement a été construit sur un terrain communal. Voilà. Voilà. Donc ça, voilà. Oui, oui. Bah, on garde un accès, mais qui s'amoindrit un petit peu dans ce coin-là. Donc c'est vrai que c'est des points qui ont tous été abordés en commission urbaniste, sauf le dernier point, effectivement, des 5 000 euros, puisque ça s'est décidé il y a 3 jours, 3-4 jours. Une semaine. Ouais.
D'autres questions? Sur la section de fonctionnement et les dépenses, page 10. Page 10. J'ai relevé en fait un certain nombre de chiffres avec des croissances assez conséquentes. Oui. Et que globalement, j'explique pas. Donc la première ligne, le compte 6042, les achats de prestations, services, il y a une augmentation pas mal. Et voilà, également les frais de nettoyage des locaux où on passe de 7 000 € à 120 000 €. Oui, parce qu'en fait, on a eu, sans ça, ça c'est, je peux avoir l'explication, je l'ai. En fait, donc on a dénoncé, quand nous sommes arrivés, les locaux étaient en prestation de service et il y a eu un gros problème avec l'entreprise, donc on a dénoncé le contrat. En attendant, on a pallié avec des agents communaux et donc des recrutements. Et en fait, on a décidé de repasser en prestation de service, de repasser un marché. Donc c'est pour ça que ça va diminuer, donc ça va augmenter parce que ça change tout simplement de ligne. On va repasser un marché pour le nettoyage des bâtiments communaux. Monsieur Ressian, ce que vous voyez en augmentation au 62,83, vous le verrez en diminution au 611. Puisqu'il y a donc eu une réaffectation des sommes. Nous avons passé un marché, nous ne sommes pas obligés d'utiliser la totalité de l'enveloppe du marché. Nous ne sommes pas obligés. Si vous cherchez à équilibrer d'un côté, oui, effectivement, ce n'est pas tout à fait l'exercice qu'il faut faire. Globalement, si on raisonne en grande masse, le 011, on avait sur un budget l'année dernière 3 530 000 en arrondissant, et on vous propose cette année 3 450 000 également en arrondissant. Donc on est sur une baisse du budget du 011. Alors après, c'est vrai qu'il y a une ventilation des sommes qui peuvent être différentes à l'intérieur en fonction des choix qui sont faits, mais il n'y a pas d'augmentation qui ne corresponde pas à une diminution en face, sinon le budget aurait été supérieur. Vu qu'on est sur un budget inférieur, forcément, il y a plus de diminution que d'augmentation. Après, ça dépend où on est les raboter, mais on en parlera après. Concernant les fêtes et cérémonies, alors l'année dernière, ça avait un petit peu augmenté. Vous nous aviez dit qu'il y avait l'armistice et le centenaire, donc c'était tout à fait logique. Et là, on a encore une augmentation assez conséquente, étant donné qu'on passe de 61 000 à presque 75 000 €. Oui, c'est la commune organise de plus en plus d'événements pour les habitants. On a créé beaucoup d'événements l'année dernière qui n'existaient pas, qui ont été des premiers événements souvent organisés avec très peu de moyens. Je remercie d'ailleurs Valérie Caron qui nous a organisé des événements avec 3 francs 6 sous. De temps en temps, on allait en acheter elle-même sur son propre budget les éléments dont elle avait besoin pour organiser les événements. Et il nous semblait normal aujourd'hui, ces événements ayant rencontré une certaine ferveur populaire, de mettre des deniers publics en face de ces événements. Je pense à la fête de l'arbre, à la fête de la nature, à la fête du son, et à Octobre Rose, et j'en oublie, tous ces événements qui ont été créés entièrement de toutes pièces et organisés avec pas grand-chose. Voilà. Enfin, les associations. Alors, les associations, il y a une baisse globale. Comme tout le monde. Oui, mais alors, moi, il y a quand même plusieurs choses. On peut déjà parler en règle générale. Et là, on avait eu une commission finance, il y a de ça quelques temps, qui devait attribuer le budget publication. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais je trouve... J'ai pas entendu votre mot. Le budget, pardon. Pas le budget, pardon, le marché pour les publications et le MAG. Et oui, voilà, c'était... Non, mais vous allez voir où je veux en venir. Non, c'était en octobre, ça devait être en octobre. Vous n'étiez pas là. On avait 3 offres, une à 18, une à 24 000, l'autre à 25 000. La différence entre celle à 18 et celle à 24, c'était le délai d'impression. Mme Kleckner peut m'arrêter si... Oui, non, mais je vois où vous en venir. 2 jours et 4 jours. Non, mais on a payé, la mairie paye pour 2 jours d'impression en plus 6 000 € de plus. Non. Et, si. Non, si, non, faites erreur. Je peux même vous dire qu'il y avait un avis qui a été rendu avant même le vote et que
Non. Certains ont voté plus par solidarité. Non, mais non, parce Ça que n'a justement, pas été mon cas. non. Donc, parler des associations, je vous répondrai sur ce point-là Eh bien, après. Mais... je pense que la mairie, pour le coup, dépense 6 000 € pour 2 jours, alors que c'est de l'information froide, donc pour 2 jours de délai supplémentaire d'impression. Et aujourd'hui, on va renier sur les associations, où une association, les associations de la Morlaix, il y en a certaines qui sont quand même fragiles. Il ne faut pas oublier qu'une association, ça apporte beaucoup au niveau social, entre autres. Et je pense que ça tient grâce à une petite poignée de bénévoles. Ces bénévoles-là, le jour où ils en ont assez, ils partent et l'association se retrouve en difficulté. Alors, le fait de dire ils ont des sous sur le compte, peut-être, mais quand il y a des moments difficiles, ça leur permet aussi de passer des caps. Et je crois que aujourd'hui, être allé taper quand même sérieusement sur certaines associations, je pense que c'est malvenu et il aurait été bien de pouvoir en parler en commission avant. Alors, donc je réponds sur la première question concernant le marché d'impression. Au niveau du marché d'impression, c'est un marché à bon de commande. Donc, pour pouvoir en fait estimer et comparer en fait les marchés, il y a une simulation qui a été faite, qui est une simulation complètement arbitraire, qui ne correspond pas à la réalité du marché. Donc c'est vrai que quand on fait cette simulation arbitraire, donc qui est d'estimer qu'on imprimerait tant de magazines, de tant de pages, dans tel format, en fait on arrive effectivement à des montants, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que si on a une lecture très basique, en fait on arrive à des montants où on aurait la sensation que le mieux-disant n'aurait pas été choisi. Voilà. Et dans la réalité, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que quand vous isolez, en fait, il y a toute une quantité de prestations qui leur a été demandée, des impressions de 8 pages, 16 pages, 24 pages, 32 pages, dans tel format, dans tel grammage, et ainsi de suite. Et quand vous isolez précisément le magazine dont on a besoin et qu'on vous distribue dans vos boîtes aux lettres tous les mois, et ben en fait, nous avons choisi le moins 10 ans. Voilà. Mais forcément, il faut isoler juste le type de bon de commande dont on a besoin. Je vous remonte... Quand j'ai été interpellé là-dessus, j'ai moi-même demandé le document parce que je n'étais pas présent ce jour à la commission pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de confusion ni d'erreur. Et j'ai regardé personnellement et je peux vous assurer que c'est le cas. Voilà. Je vous représenterai le document si vous en doutez. On pourra le regarder, mais ce qui a fait la différence, la note, c'est le délai. Et je trouve que pour ce type vraiment de dépenses, le délai, que ce soit 2 ou 4 jours, que la commune, au final, dépense 6 000 € de plus. Non, il n'y a pas 6 000 € de plus. Le papier, c'était le même, ils avaient exactement les mêmes techniques. Non, vous faites une erreur. Non, vous dites des contre-vérités. Alors après, pour ce qui concerne les associations, je mettrai sur table, pour qu'il n'y ait aucun doute, au prochain conseil, le document dont vous parlez, d'accord ? Et nous l'évoquerons de nouveau en début de séance. Et je vous mettrai également le bon de commande du magazine qui est commandé pour qu'il n'y ait aucun doute sur le sujet. D'accord ? Voilà. Le doute que je mets, ce que je vous dis, ce n'est pas un doute. Je vous dis simplement que la façon, le calcul qui a été fait à la base... C'est pour ça que je dis, c'est un calcul. Quand on fait des marchés à bon de commande, le marché à bon de commande, c'est que vous avez un catalogue. Et en fait, dans le catalogue, vous devez choisir une commande. Donc le problème, c'est qu'il faut faire un estimatif. Donc vous allez dire, le A, j'en commande 5, le B, 10, le C, 100 et le D, 1000. Et c'est comme ça que vous essayez de comparer les différents candidats. Mais peut-être qu'à la fin, quand vous aviez choisi le D et 1000 exemplaires, et ben en fait, vous en commanderez peut-être que 2. D'accord ? Donc en fait, quand vous regardez vraiment l'utilisation que vous faites des bons de commande, ce n'est pas exactement la somme globale qui a été dépensée. Ça me paraît assez simple et c'est ce qui est le cas. Et donc je vous mettrai sur table l'ensemble du document et la facture d'un exemplaire imprimé. Vous verrez quelle est la somme qui est engagée à chaque fois et vous la multiplierez par 10, puisqu'en fait on imprime 10 mags par an. Et vous verrez qu'on est en deçà des chiffres que vous nous donnez. Alors après, concernant les associations, effectivement, déjà nous avons reçu en mairie, alors pas moi, mes adjoints, et je les remercie. Je crois que j'ai participé à une réunion, je ne me souviens plus. Donc
toutes les grosses associations de la ville. Donc j'entends pas grosses, c'est toutes celles qui ont plus de 1 000 € de subvention, pour faire le point avec elles de leur trésorerie, de leurs projets, et de discuter de l'argent qui était l'argent public, parce que l'argent, on sait très bien que l'argent public aujourd'hui c'est un argent qui est rare, comment il était employé. Et effectivement, il nous a semblé inopportun pour certaines associations dont on voyait la trésorerie augmenter. C'est-à-dire des associations qui, sur un compte Codévi, livret ou autre, avaient entre 2017 et 2018 un compte de trésorerie qui augmentait. Et je rappelle que les subventions que la commune donne aux associations, ce sont des subventions de fonctionnement, pas d'investissement. Donc c'est fait pour assurer le fonctionnement, c'est fait pour équilibrer un budget. C'est pas fait pour faire de la trésorerie. Voilà. Donc nous savons qu'à la Morlaix, il y a certaines associations qui sont en difficulté, et je remercie les présidents d'associations de s'en occuper, et ils font un bon travail aujourd'hui, et je sais que ces associations sont sur de bonnes voies. Maintenant, il y a d'autres associations qui, excusez-moi, mais qui ont les comptes remplis. Donc, je préfère soutenir celles qui sont un peu en difficulté et restreindre celles qui ont les comptes largement remplis. Donc, il y a des choix qui ont été faits, pour ne pas la nommer, parce que là, on parle dans le vague depuis le début. En fait, ça ne concerne essentiellement une seule association, qui est l'association de foot, d'accord, qui voit sa subvention diminuer, puisqu'elle a aujourd'hui plus de 40 000 € en réserve, d'accord, et que son montant de réserve, malgré qu'ils aient acheté cette année, je rappelle, une fourgonnette, donc ils ont acheté un camion pour transporter des jeunes, qu'ils ont payé plus de 20 000 €, donc ils ont décaissé 20 000 € et leur trésorerie a augmenté. Donc je ne vois pas l'intérêt de subventionner à des montants aussi importants. C'est une nation qui semble se porter plutôt de manière confortable. Maintenant, s'il s'avérait, parce qu'on peut faire des erreurs, s'il s'avérait que nous avons eu tort et que sa trésorerie était amenée à diminuer très fortement au point de la mettre en difficulté l'année prochaine, nous reverrons bien sûr à la hausse la subvention. Voilà. Ce qui a été fait, je rappelle, nous avons eu des débats comme ça un peu similaires l'année dernière sur l'association de ping-pong, d'accord, et vous verrez cette année que nous avons revu, après avoir mis peut-être un petit peu trop sous contrainte, et je m'en excuse, cette association, nous avons revu largement à la hausse, puisque nous lui avons donné l'année dernière 1 000 €, et cette année, nous prévoyons de nouveau une subvention de 7 000 € pour le ping-pong. Donc, et je rappelle qu'entre-temps, le ping-pong n'est pas mort. Voilà, c'est que quand on met aussi les gens sous contrainte, ça permet un petit peu à tout le monde de faire des économies, et il faut arrêter de dépenser trop facilement cet argent. Mais voilà. L'argent d'une association, déjà, ce n'est pas que de l'argent public. Il y a aussi oui, du sûr. mécénat, il y a aussi beaucoup d'associations avec beaucoup de bénévoles. Oui, le loto, par sûr, exemple, samedi prochain, le foot, fait un loto au gymnase de la Mardelle, si le temps le permet. Donc, ce que je veux dire, c'est c'est très que bien, ça, bravo. dire qu'une association a de l'argent que par la mairie, ce n'est pas vrai. Mais j'ai jamais dit ça. C'est une subvention. Vous dites que la subvention, c'est de l'argent public. C'est de l'argent. Bah oui, l'argent que l'on subventionne, c'est de l'argent public. Oui, non, mais l'argent qui est sur le compte, c'est pas de l'argent public. Ah bah ça, là aujourd'hui, quand je vois que les crédits augmentent, c'est bien qu'il y a de l'argent qui n'a pas été dépensé. C'est qu'il y a eu de l'épargne. Donc l'épargne, c'est de l'argent non dépensé. Donc quelque part, il y a sûrement des euros publics qui terminent dans ce crédit. Si, forcément. Vous pouvez pas, oui, mais pas que. Et encore une fois, moi je pense, parce qu'après, il y a beaucoup d'associations qui ont des beaux projets, qui vont peut-être emmener des gamins faire des tournois internationaux, etc. Ils ont besoin de fonds. Mais je suis désolé. Pour ce genre de choses, je pense que la commune peut faire des efforts, tout simplement. La commune fait des efforts. Nous avons maintenu quand même un niveau de subvention relativement important. Le niveau de subvention, alors de mémoire, je ne vais pas dire si c'est le plus important, mais un des plus importants. C'est le deuxième dans les sports, d'accord. Donc en termes de subvention, donc il y a un niveau qui reste largement acceptable. Voilà. Donc bien sûr, s'il y a des difficultés, on pourra revoir la copie. Nous pourrons donner des subventions en cours d'année, d'accord, s'il y a vraiment des difficultés. Maintenant, je trouve, pour avoir discuté avec des collègues maires, qu'il y a une règle, qui est la règle des 3 tiers. Il faut que l'on arrive à ça également à la Morlaix, c'est-à-dire que les subventions
fonctionne avec un tiers d'adhésion, un tiers de subvention et un tiers, j'allais dire, soit de mécénat, soit d'activités privées, comme vous dites, de loto ou de soirées qui ramènent un peu de sous. Et ça me semble être une bonne gestion d'une association. Le fait d'être sous perfusion en permanence, sans qu'on garde les budgets, voilà, ça ne me paraît pas une bonne logique. Voilà. En sachant que le budget des subventions diminue que très modestement, au regard, comme tous les autres postes de la ville. Donc on ne s'est pas attaqué de front aux subventions. Tout a été diminué également dans le budget. Oui, on me dit donc il y a une diminution de 4 000 € sur un budget de 160 000, de mémoire 160 ou 170 000. Si on retire les grosses associations que sont centre social, qui ne voient pas leur subvention diminuer, ni la crèche familiale. Voilà. D'autres questions? C'est bon? Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ah, tu t'ennuies. Comme à l'Assemblée nationale, il y en a qui jouent. Christine. Allez, on poursuit. Avant de vous présenter le budget primitif pour l'assainissement, pour le service public de l'assainissement, je vous propose d'affecter le résultat. Alors, toujours conformément au même article du Code général des collectivités territoriales, je vous propose d'affecter le résultat provisoire de l'exercice 2018 du budget d'assainissement qui se clôture à hauteur de 861 320,64 € en affectant à hauteur de 110 765,94 € en affectant la section d'investissement. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc maintenant, je peux vous présenter la synthèse du budget primitif concernant l'assainissement. Ce budget s'équilibre à hauteur de 1 502 000. Il est stable en fonctionnement à hauteur de 84 000 € et en section d'investissement à hauteur de 1 418 000 €. Pour l'investissement en dépenses, une enveloppe de travaux a été prévue à hauteur de 960 000 € et en recettes, pour pouvoir financer ces dépenses, ce seront principalement les excédents de l'année 2018 et l'autofinancement dégagé cette année en 2019 qui viendra couvrir les dépenses d'investissement. Donc, en conclusion, c'est un budget totalement sain, viable. Il ne sera pas nécessaire de procéder à quelconque emprunt pour équilibrer, si nous avions à financer d'autres projets d'investissement. Avez-vous des questions concernant ce budget? Je vous propose de voter. Qui est pour? Je vous remercie. Dernier budget, celui de l'eau potable. Et avant de procéder à sa présentation, je vais vous demander, s'il vous plaît, de procéder au vote de l'affectation des résultats provisoires de l'exercice 2018. Ce budget s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 3 706,56 €. En section d'investissement, il est en besoin de financement à hauteur de 28 210,78 €. Et le résultat net de clôture est négatif de 24 504 €. Nous vous proposons d'affecter le résultat de fonctionnement en investissement, la totalité, c'est-à-dire 3 706,56 € en investissement, le virement total du fonctionnement vers l'investissement. Qui est pour? Je vous remercie. Je peux vous proposer, par conséquent, la vision du budget primitif de l'eau potable pour 2019.
Un total du budget, le budget s'équilibrera, au total à hauteur de 89 000 euros, qui se répartira en fonctionnement à hauteur de 44 000 et en section d'investissement de 45 000. Ce budget est désormais stabilisé en fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, aucune dépense n'est prévue, hormis les travaux que pourrait faire le délégataire, mais qui seraient à sa charge. En ce qui concerne les recettes, c'est l'autofinancement dégagé en 2019 qui pourrait venir abonder cette section. Donc pour conclure, en attendant le transfert de compétences à la CCAC et pour éviter l'augmentation du prix de l'eau pour nos habitants, ce budget ne pourra supporter aucune autre dépense d'investissement supplémentaire. Voilà. Avez-vous des questions? Non. Bon. Je vous propose de voter. Qui est pour? Je vous remercie. Ah, c'est bon. Alors le point 10, donc, qui vient, merci Christine, le point 10 qui vient dans la suite du budget, donc sur des frais de représentation du maire. Donc l'article L2123-19 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le conseil municipal de voter des indemnités au maire pour frais de représentation. Elles ont pour objet de couvrir des dépenses supportées par le maire dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Il appartient au conseil municipal de fixer le montant de l'enveloppe budgétaire allouée. Il est proposé d'attribuer au maire une enveloppe annuelle de 1 000 euros afin d'assurer le remboursement de ses frais de représentation et de lui permettre ainsi de faire face aux frais qui lui incombent à sa charge. Donc ainsi, il est demandé au conseil municipal d'attribuer au maire une indemnité pour frais de représentation d'un montant annuel de 1 000 euros, de dire que les frais de représentation du maire lui seront remboursés dans la limite de l'enveloppe précitée sur présentation de justificatifs correspondants et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité au chapitre 65, article 65-36. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point numéro 11, donc c'est le frais de mission des élus. Donc, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, tous les membres du conseil municipal peuvent être amenés à effectuer un certain nombre de déplacements et à participer à diverses réunions où ils représentent la ville. Donc, le Code général des collectivités territoriales permet l'indemnisation de certains frais de déplacement, de séjour, donc notamment pour l'exécution d'un mandat spécial. Donc, un mandat spécial s'entend de toute mission accomplie avec l'autorisation de l'Assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité, à l'exclusion de celles qui incombent en vertu d'une obligation expresse, ou la participation des conseillers municipaux aux réunions des instances ou organismes où ils représentent leur commune, si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci. Donc, à la fin de la délibération, on rajoutera, parce qu'on ne vous a pas donné le montant, ce n'était pas inscrit. Donc, en fait, il est proposé d'attribuer une enveloppe annuelle pour les frais de mission des élus d'un montant de 2 100 euros. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'ensemble des élus. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, suite à cette délibération, nous vous proposons l'attribution d'un mandat spécial pour le déplacement d'un élu. Donc, comme on l'a dit, donc, les membres du conseil municipal peuvent être amenés à effectuer des mandats spéciaux. Donc, un mandat spécial constitue une mission accomplie par un élu dans l'intérêt de la commune, avec l'autorisation du conseil municipal. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une mission déterminée et circonscrite dans le temps. Donc, il est proposé de donner un mandat spécial à Madame Yasmine Chani, adjointe au maire, pour son déplacement effectué à Baileynish en Irlande les 8 et 9 février 2019, afin de consolider le jumelage avec cette ville suite à la démission du bureau du comité de jumelage.
Est-ce que vous avez des questions? C'est un comité de jumelage. C'est bon, c'est bon. C'est un comité de jumelage qui me tient à cœur parce qu'on est quand même en Irlande et que la langue est anglaise. Donc je pense que c'est Madame Royer verrait aujourd'hui la situation serait un peu triste quand même. Elle a eu du mal à le mettre en place. C'est Madame Royer qui l'a mis en 98. Voilà, donc je sais. Donc c'est pour ça. Donc je trouvais ça dommage qu'après s'être donné tant de mal, de le laisser tomber. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à Monsieur Stuart pour demander, parce qu'effectivement, c'est ce que j'avais entendu dire. J'ai entendu la même information que vous. Sauf que Monsieur Stuart a été très content qu'on revienne vers lui et qu'on essaye, en fait, parce que le comité de jumelage se fait de municipalité à municipalité. Donc, le comité de jumelage de la Morlaix ne peut pas dire j'arrête le jumelage entre Ballina Inch et la Morlaix. Ce n'est que la municipalité qui peut le décider. Donc j'ai contacté M. Stuart, j'ai eu une réponse à son mail, on a discuté, et il est heureux, et il m'a invité le 8 et le 9. Il n'y a plus de bureau, donc s'il y avait un président, j'aurais été ravie de l'envoyer. Malheureusement, il n'y a plus personne, donc j'y vais, le 8 et le 9, ils m'ont invité. Donc là, si on vote aujourd'hui, je vais avoir la chance de rencontrer ces gens-là qui sont en train de multiplier leur jumelage avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose... Alors, quand on me dit que le comité de jumelage en Irlande, à Ballina Inch, est faible, par rapport à nous, par rapport à la Morlaix, parce qu'il est possible que, pourquoi nous aussi, nous n'essayerions pas de faire un jumelage aussi avec d'autres pays C'est en projet aussi. C'est pour ça que nous reprenons maintenant le jumelage. Voilà. Ou alors une autre, mais vous avez complètement raison, parce que les échanges internationaux sont très intéressants, et je pense que la Morlaix devrait faire d'autres jumelages. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé, comme le dit Monsieur le maire, décidé de reprendre en fait ce jumelage et de le continuer en direct avec la mairie. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc je vous propose de passer au vote. C'est difficile, mais enfin j'imagine... Non, on ne demande rien, c'est dans la délibération. Ouais. Non, pour aller... non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais vous montrer les comptes du comité de jumelage. D'accord ? Vous montrer les frais que certains se sont remboursés. D'accord ? Et puis on en reparlera. D'accord ? Parce que c'est bien de l'ouvrir, mais c'est bien de regarder les comptes aussi. Hein, d'accord ? Me dites pas ça, franchement. Là, vous me vexez énormément. Hein. D'accord ? Oui, me dire que c'est l'indemnité d'une adjointe qui doit payer son déplacement à l'étranger pour aller défendre les intérêts de la commune. Ben oui. Alors, vous savez ce que je vais faire ? C'est que je vais mettre sur table aussi les comptes du comité de jumelage. Et on va voir combien eux se sont remboursés de frais alors que c'était de l'argent public qu'ils avaient via les subventions. C'est ça que vous voulez ? Parce que franchement, il y en a qui parlent, il ferait mieux de se taire de temps en temps. D'accord ? Oui, oui.
Ça serait très... Bah, je suis d'accord, monsieur Drummond. Franchement, quand je les ai vus aujourd'hui, j'étais franchement effaré. Hein, parce que c'est les donneurs de leçons, d'accord, qui se sont bien servis. Hein. D'accord? Oui. D'accord? Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le comité de jumelage rembourse des voyages en Pologne. Alors que nous sommes, jumelés avec l'Irlande. Ça, j'aimerais bien le comprendre. Ok, on m'expliquera ça. Mais les gens devront répondre de ces agissements. Les gens ne resteraient pas là. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui est contre, s'il vous plaît? Vous pouvez lever la main. Qui s'abstient? Qui est pour? Stéphane. Non, mais ça met... Non, mais parce que... Tiens, je te donne une... Monsieur le maire, du coup, je suis très intéressé aussi à avoir les comptes du comité de jumelage. Et les repas à la Renardière et au restaurant, non, ça c'est bon? On va passer au point 13. Alors le point 13, c'est l'autorisation, donc c'est une délibération qui donne l'autorisation au maire, donnée au maire pour signer avec le département de l'Oise une convention générale de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en agglomération rue du Général Leclerc. Voilà, en fait, nous souhaitons procéder à la réalisation d'un plateau en carrefour rue du Général Leclerc au niveau de la place Foch. Donc en fait, on souhaite refaire entièrement toute cette place Foch. C'est l'avenue du Général Leclerc, mais également la rue Michel Bléré, évidemment. Et donc pour cela, il nous faut conclure une convention avec le département, car l'avenue du Général Leclerc est une départementale. Voilà, donc pour pouvoir réaliser ces travaux de façon normale, il faut que nous puissions signer une convention avec le département. Donc l'objet de cette délibération est simplement d'autoriser le maire à signer cette convention avec le département. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions? Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour donc? Voilà. Point suivant, bah écoutez, en gros c'est la même chose. C'est pour autoriser le maire à signer une convention donc, avec le département de l'Oise pour de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement à réaliser également sur le domaine public routier départemental en agglomération rue du Général Leclerc et avenue de Gouvieux. Voilà, donc en fait, de la même façon que nous souhaitons rénover la place Foch, nous avons souhaité refaire le rond-point du Marronnier, donc qui est à l'intersection de ces deux avenues. Et pour cela, donc, il nous faut une autorisation du département, car l'avenue du Général Leclerc et l'avenue de Gouvieux sont des routes départementales. Donc il nous faut conclure cette convention avec le département pour pouvoir réaliser ces travaux. Est-ce que vous avez des questions sur ces travaux? Enfin, sur cette convention plutôt. D'accord. Bah, écoutez, le projet, bah, vous le connaissez, il a été présenté à deux réunions. Le projet de la place Foch, effectivement, supprime des places de parking, mais pour en faire une vraie place, en fait, hein, plutôt qu'en faire un vrai parking comme c'est actuellement, un vrai parking qui sert essentiellement aux commerçants de la place aujourd'hui. Donc, pour le coup, nous, on veut en faire une vraie place de vie et non un vrai parking. Effectivement, il va y avoir des places de supprimer pour rendre de la vie à cette place.
Voilà, donc effectivement, dans le projet actuel, quelques places de parking seront supprimées place Foch. Concernant le rond-point du Marronnier, il n'y a pas de suppression de places de prévues. Place de parking, pardon. Et la deuxième question, c'était quoi? Je me rappelle plus. Oui, la remarque. Les pistes cyclables, Stéphane. Ah oui, la piste cyclable, écoutez, on se conforme à la réglementation en vigueur. Donc la piste cyclable va être est maintenue dans le projet et comme c'est on va faire une zone de rencontre en fait. Cette zone Place Foch, ça va être une zone de rencontre. C'est une zone 30 actuellement, ça va être une zone de rencontre. Elle est prévue, l'espace public, l'espace routier est prévu d'être partagé entre les piétons, les cyclistes et les vélos, aux grandes dames effectivement des utilisateurs uniques des véhicules, mais effectivement la route est pour tout le monde, elle est également pour les vélos. Ouais, peut-être Stéphane, mais très concrètement et sans vouloir polémiquer, qui prend sa voiture et qui serait capable un dimanche quand il fait beau d'emmener ses enfants et remonter l'avenue du Général Leclerc en sens inverse avec ses enfants? Il y en a plein qui le font. Bah écoute, alors déjà depuis que c'est installé, il a quand même pas fait très beau, donc on peut pas vraiment juger. Et moi j'attendrai juste les beaux jours. Et qui autour de cette table est capable d'y aller un dimanche? Moi je veux bien y aller, j'irai sans mes enfants, je prendrai le risque tout seul. Mais je pense que c'est vraiment dangereux. Voilà. Je rappelle que ces doubles sens cyclables, ça reste une possibilité. Toute personne, et j'insiste, toute personne qui ne le sent pas, ben, ne la prend pas surtout. Quand vous êtes au ski, quand il y a piste noire à gauche, piste bleue à droite, si vous ne le sentez pas, ben, vous prenez à droite la piste bleue, c'est pareil. Ce n'est pas une obligation cette piste cyclable, c'est une possibilité. Donc ceux qui ne sentent pas, mais continuent à tourner dans le bon sens sur la route. Après, vous pouvez effectivement prendre le raccourci en vélo, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, effectivement, tout le monde dit c'est dangereux. Je vous rappelle que ça a été fait en concertation avec l'association de vélo AU5V qui nous a validé tous les plans. Voilà. Il n'y a pas une seule piste cyclable qui a été créée sans qu'ils valident les documents. Et alors forcément, je n'espère pas le pire, mais tout le monde a dit que c'était dangereux. Et il s'avère qu'aujourd'hui, en termes de sinistre, il me semble, sauf si je fais erreur, qu'il n'y en a pas eu un seul. Voilà. Donc c'est vrai que la piste cyclable est ouverte depuis un certain temps. Tout le monde a dit c'est dangereux, c'est dangereux. Bon ben voilà, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, je croise les doigts, il ne s'est rien passé et j'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Les autoroutes, c'est dangereux, les passages piétons, c'est dangereux, tout est dangereux. Il y a un code de la route. Voilà, il faut respecter le code de la route et tout se passe très bien. Voilà. Non, mais on peut tout prendre comme ça, d'accord, mais la largeur, moi je veux bien, hein, oui. Et à ce moment-là, si on roule sur le trottoir, vu qu'il y a des pistes cyclables, on est verbalisable. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des rues à la Morlaix qui ne s'y prêtent pas. Je ne suis pas contre les pistes cyclables, bien au contraire, mais je pense qu'on a créé des zones à risque, tout simplement. Bah, allez voir à Senlis. À Senlis, ils ont fait des pistes cyclables en double sens cyclable. Dans des rues où vous passez à peine avec une voiture et vous passez même pas avec un 4x4. Alors, et à la Morlaix, c'est pas possible. Enfin, c'est tout simplement parce que j'habite à la Morlaix et que je suis élu à la Morlaix, donc c'est vrai que je me préoccupe pas beaucoup. Alors, mais c'est pas une grosse bourde, ça marche très bien. Non, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé de la prendre d'une part, et ensuite on a entendu votre avis. Merci de l'avoir donné. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, point numéro 15, Stéphane. Ah oui. Alors, point numéro 15, lancement d'une procédure de concession de mobilier urbain pour la commune. Donc la commune souhaite s'équiper de plusieurs dispositifs de mobilier urbain afin de renouveler les abribus et ainsi d'assurer une communication optimale auprès des Morlacuméens. Alors, la gestion des mobiliers urbains constitue un service public industriel et commercial que la municipalité souhaite confier à un tiers dans le cadre d'une procédure de délégation de service public régie par les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Donc, une procédure de consultation doit donc être lancée et la concession portera sur la fourniture, la pose et l'entretien
la maintenance et l'exploitation de mobilier urbain sur le domaine public. Elle permettra de confier à une société ayant la compétence avérée dans le domaine le droit d'implanter le mobilier urbain correspondant aux besoins de la ville en matière d'information et d'abri voyageurs. Alors, conformément aux articles L. 1411-5 et 7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal se prononcera lors d'une prochaine séance sur le choix du délégataire et le contrat de délégation au vu de la commission de délégation de services publics. Donc, compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'approuver le lancement d'une procédure de concession ayant pour l'objet la fourniture et la pose, l'entretien et la maintenance et l'exploitation des mobiliers urbains sur le domaine public de la ville et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. Est-ce que vous avez des questions concernant ce point? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 16, donc c'est l'autorisation d'Onomer pour signer avec la région des Hauts-de-France le protocole d'accord relatif à l'exercice des compétences transport mobilité. Donc c'est toujours la succession de délibérations que nous devons prendre pour mettre la navette en place. Donc là, ça, c'est un protocole qui prévoit de clarifier les relations avec la région. Donc dans un premier temps, donc, nous avons une délégation de compétences donc, de la région à la ville de la Morlaix. Donc c'est que la région nous redonne compétences pour pouvoir exercer le transport collectif donc interurbain, donc pour pouvoir emmener les gens aux gares et pouvoir donc s'intercaler entre les lignes entre les bus de la ligne 14. Donc première délégation, c'est une compétence que la région redonne à la ville. Deuxième compétence, c'est également une compétence que la région va redonner à la ville, donc à partir de début septembre, pour assurer le transport des écoles. Voilà. Donc le transport des écoles ne sera plus assuré par les cars Keolis, mais sera assuré par les navettes de la ville. Troisième point, donc là pour le coup, là c'est maintenant une compétence que la ville donne à la région, donc confirme, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, pour assurer le transport des collégiens. Voilà. Donc aujourd'hui, en gros, pour résumer, la région assure le transport des collégiens et des écoliers et un petit peu d'interurbain via la ligne 14. Donc nous allons maintenant, nous, avec la région, donc assurer l'interurbain en complément de ce qui existe déjà. Nous reprenons la compétence pour les écoles et nous leur laissons la compétence pour le collège. Donc ceci amène une petite économie puisque en fait aujourd'hui le département, enfin maintenant la région nous facture bien sûr ce transport et donc le transport pour les écoles est évalué à peu près à 45 000 euros hors taxes annuelles. Donc la région nous retire ces 45 000 euros. Donc le budget qui était de 189 000 pour le transport collège plus école revient à un budget à 151 000 uniquement pour le collège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas du tout. C'est un projet depuis le départ. La navette, on a parlé depuis très longtemps de l'encombrement de ces... Oui, on a parlé depuis longtemps. C'est la navette, là. On parle toujours de la navette. Oui, pas de transport scolaire. Alors nous en avions parlé au sein de notre équipe depuis très longtemps. Les bus de 15 mètres... Les bus de 15 mètres qui sont très larges, qui encombrent la rue des écoles, qui ne permettent absolument pas de passer, qui risquent de renverser des enfants tous les jours, tout ça pour transporter 3, 4, 5 écoliers. Nous sommes complètement démesurés par rapport à la taille de notre ville. Donc aujourd'hui, ces gros bus seront remplacés par des navettes donc, qui assureront le même service, sauf que ça encombrera beaucoup moins la rue des écoles. Quand le bus arrivera, ce sera beaucoup moins dangereux parce que le volume sera moindre. Voilà, donc ça nous semble beaucoup plus adéquat. Et en plus, ça nous permet de réaliser une économie, puisqu'au passage, nous gagnons 45 000 euros hors taxe. Donc ça me semble être une solution de bon sens. Voilà. Voilà.
Si, c'est les mêmes navettes. C'est les mêmes navettes. Oui, 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 c'est tout. 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 Oui. C'est fait. Donc en gros, bah, pour vous expliquer, donc de 6h30 à 8h30 du matin, on va faire le transport pour les gares. D'accord. À 8h30, le transport pour les gares s'arrête et on fait le ramassage scolaire entre 8h30 et 9h. À 9h, le transport scolaire s'arrête et vous démarrez le transport en intra-urbain. Et le soir, bah, vous le refaites dans l'autre sens. 16h30 les scolaires. Et à partir de 16h30, 17h, vous partez aux gares. Voilà, ça me semble tout à fait possible. Et à la fin de l'étude, à 18h, elles reprennent les navettes pour l'école? Non. Oh, ça peut, bah, de toute façon, les navettes vont tourner encore. Les navettes vont tourner jusqu'à quelle heure? Ouais, parce que les enfants qui finissent à 18h, après certains partent au centre. Mais il n'y a pas de bus. Aujourd'hui, il n'y a pas de bus. Non. Il n'y a pas de bus, région. Pardon? Pardon? Nombre de places de navette, je ne raconte pas de bêtises. C'est combien? 16? Ouais. 16 places. Ouais. Largement. Ah, largement, bien sûr. Ça sera même plus pratique parce qu'en fait, vu que nous sommes dans une solution de car et non plus de bus, non, je raconte des bêtises, de bus et non plus de car, pardon. Donc en fait, c'est-à-dire qu'un enfant pourra rentrer dans la navette avec son vélo. D'accord, parce que ça sera tout plein à l'intérieur. Donc on pourrait imaginer qu'il prenne son vélo pour aller à l'école, alors qu'aujourd'hui, dans les gros cars, il ne peut absolument pas prendre son vélo, il n'y a pas la place de le rentrer. Voilà, donc en termes de mobilité, on sera beaucoup plus efficace. Non, pourquoi? Ah oui, bah parce que de toute façon, on met un service public en place. C'est sûr qu'on ne pourra pas emmener tout le monde. Voilà. Maintenant, il y a, je ne sais plus, Jean-Marc n'est pas là, je crois que 3 ou 4 rotations. Donc 3 x 15, 45. Si on emmène 45 personnes à Coix et 45 personnes à Chantilly, ça fait 90 personnes. Pour l'instant, il y en a Voilà, 3 le matin, 3 le soir. 3 le matin, 3 le soir. Mais de toute façon, pour commencer, c'est très bien. Le bus, ça peut après évoluer. Si la demande est très forte, au contraire, ça sera très bien. On ne va pas commencer par un bus de 54 places alors qu'on a 10 passagers. Il vaut mieux commencer par un bus de 16 places et monter en force plus tard si ça répond à une vraie demande. Et donc Keolis, par contre, ne fera plus du tout le trajet entre les gares. Si, et on ne concurrence pas Keolis ni la région. Donc on s'intercale dans les lignes les horaires de la ligne 14 qui persistent. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non. Le Lys et le centre-ville seront desservis. Le principe, c'est que là, les gens, si vous leur demandez de se lever 3 quarts d'heure avant leur train, ils ne prendront pas la navette. Il faut que les temps de trajet soient relativement courts pour aller du point de collecte jusqu'à la gare. Donc on ne peut pas s'amuser à desservir 10 ou 15 arrêts. Donc il y aura effectivement, donc le Lys et le centre-ville seront desservis en intra-urbain, oui, mais pour les gares, il y aura probablement un voire 2 points de ramassage pour aller aux gares. Voilà, donc on a déterminé, on est en train de finaliser ce point-là. Pour l'instant, il y a 2 points pour le. C'est prédéterminé. On a mis un en face de chez M. Drummond et l'autre en face de chez M. Rossier. Bah, bon courage. Hein. Les gens vont nager. Ne me parlez pas de mon chez vous. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le point 17, donc nous devons désigner en fait un titulaire et un suppléant, puisque maintenant vu que la ville de La Manlée est AOM, donc autorité organisatrice de mobilité,
Donc il y a un plan de déplacement mutualisé qui va se mettre en place, donc une concertation dans les 6 intercommunalités du sud de l'Oise. Et donc à ce titre-là, en tant que ville AOM, en fait, la Morlaix a le droit d'être représentée. Donc je trouve ça intéressant, ça veut dire que si nous n'avions pas été ville AOM, nous aurions été complètement en dehors des débats. Donc c'est intéressant aussi d'être ville AOM pour pouvoir participer à ces échanges. Là aujourd'hui, les villes AOM sont Chantilly et Senlis, et maintenant la Morlaix, qui est la plus petite ville AOM d'ailleurs, qui est membre du SMTCO. Donc il faut que nous devons donc désigner un titulaire et un suppléant, donc qui ira siéger et représenter lors des réunions la ville de la Morlaix. Est-ce que... Bon, donc nous avons un candidat, enfin donc un titulaire, un supplément. Le titulaire sera donc l'adjoint au transport, donc qui est Jean-Noël Gurdala, et le supplément sera moi-même. Voilà. Est-ce que vous souhaitez présenter aussi 2 candidats ou on passe au point suivant? D'accord. Donc sont élus Jean-Noël Gurdala titulaire et Nicolas Moulin suppléant. Pardon? Le point numéro 18, donc je laisse la parole à Alexandre. Parce qu'il n'y a pas besoin de vote, quand il n'y a qu'une seule liste, il y a besoin de vote, on est élu d'office. C'est pour ça que je demande. Bonjour. Donc participation de la commune au séjour en classe de voile pour l'année scolaire 2018-2019. Nous vous présentons le point 18 et ensuite le point 19. Le point 18 concerne le séjour en classe de voile de 2 classes, CM1, CM2, CM2, comme je l'ai dit, Donc, les aides proposées sont de plusieurs natures. Une subvention journalière de 12 € plafonnée à 100 € pour toutes les familles sans condition de revenu. Une aide de la ville sous condition de revenu d'un montant plafonné à 140 € par enfant. Et une aide du CCAS sous condition de revenu d'un montant plafonné à 297 € par enfant. Le séjour pour la classe de voile est de 560 €. Il y a écrit 40. Oui, parce qu'en fait, le choix de l'équipe a été fait de donner une aide de la coopérative de 20 € par élève. Donc, il vous est demandé d'approuver la participation financière et d'inscrire au budget de l'année 2019 les crédits nécessaires au versement de cette participation. Vous avez des questions? Donc c'est le même modèle que l'année dernière. Oui, mais vous parlez d'extérieur à la commune, donc c'est... Oui, bien sûr, non, bien sûr. Non, au contraire, on les encourage à venir s'installer. Voilà, c'est en fait ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent s'installer. Maintenant, on ne peut pas, vous pouvez pas, avec les impôts des administrés, payer des prestations aux gens qui sont extérieurs de la commune. Là, vous faites, sinon, vous faites un appel d'air à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est pareil, on a des demandes. Si je vais dans votre sens, hein, on a des demandes aujourd'hui. Notre mode de garde du centre social rural aujourd'hui est envié par toutes les communes autour.
Donc par sa souplesse, par la sympathie des encadrants. Donc on a des demandes de toutes les communes autour, parce qu'ils ont des déficits, eux, dans leur commune pour la garde d'enfants. On ne peut pas, malheureusement, on est obligé de refuser. On ne peut pas refuser, on ne peut pas accepter toutes les demandes des communes autour. Chaque commune aussi, vous avez vu les coûts que ça entraîne. On ne peut pas multiplier les subventions pour pallier au manque des communes autour. Donc il peut y avoir des gens qui scolarisent leur enfant à la Morlaix, voilà, pour des raisons qui leur sont propres, parce que souvent, les grands-parents habitent là, donc c'est plus facile pour eux que les grands-parents aillent récupérer les enfants, ou il y en a qui travaillent aussi sur la commune. Alors il me semble que pour ceux qui travaillent, on est plus souple, on accorde quand même des aides dans certaines conditions. Mais voilà, maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'attache avec la commune, ça me semble compliqué de l'aider financièrement. Oui, mais je pense que la fermeture des classes, mais les parents peuvent faire appel à leur commune, et oui. certaines communes participent à la classe de neige ou à la classe de mer Ouais. Faut pas prendre les gens un par un. C'est pas parce qu'on va subventionner les classes de voile que vous allez remplir les écoles de la Morlaix. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Tant qu'on construit pas, on se vide, ça c'est sûr. Mais ça va être le prochain sujet, même si vous ne le savez pas encore, de la commission urbanisme, on en parlera tous ensemble. Donc je propose de passer au vote. Donc on va faire un vote groupé 18-19, hein, parce que c'est exactement le même principe avec la classe de découverte. D'accord, c'est le même modèle. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le point numéro 20. Donc c'est un avis que doit rendre le conseil municipal sur un schéma de mutualisation des services communaux et intercommunaux. Oui, j'ai fait voter les 2 points, j'accélère. Donc l'intercommunalité se doit de réaliser en fait un schéma de mutualisation intercommunale, donc c'est-à-dire d'identifier les services que les différentes communes pourraient mettre en commun, dans un objectif d'optimisation des coûts et de réduction des coûts. Donc il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu. Donc il y a un rapport qui a été rendu avec certains points de possibilités de mutualisation proposées. Donc ça va pour le public, par exemple, de la mutualisation des ressources humaines à la mutualisation des marchés, des groupements de commandes. Donc c'est quelque chose de très large. Hein. Donc c'est vrai, pour vous donner l'exemple, la ville de la Morlaix a mutualisé la balayeuse avec Chantilly dernièrement. Voilà, donc c'est ce genre de mise en place. Donc on demande en fait un avis du Conseil sur ce schéma de mutualisation. Alors je vais vous donner mon avis et après on pourra en débattre. Donc moi ce que je propose aujourd'hui, c'est de donner en fait un avis favorable sous condition que les mutualisations proposées engendrent de réels gains. Voilà, c'est que je ne veux pas tomber dans le mode dans un phénomène de mode où on dirait mutualiser parce que ça fait bien de mutualiser. L'objectif, il ne faut pas oublier que l'objectif de la mutualisation, c'est justement de faire des économies d'échelle. Donc, je suis plutôt d'accord pour la mutualisation à partir du moment où ça entraîne des gains de coûts. Et également, deuxième condition, que les équilibres budgétaires soient équitablement répartis entre les communes. C'est-à-dire que quand on fait une mutualisation, il faut que ce soit un couple gagnant-gagnant, qu'il n'y en ait pas un qui profite de la mutualisation aux dépens de l'autre. Voilà. Donc sous ces deux conditions, qu'il y ait des gains et que tout le monde en ressorte gagnant, je propose d'émettre un avis favorable. J'émettrai tout d'abord quand même un avis défavorable sur la mutualisation qui est proposée, puisqu'en fait là aujourd'hui,
communauté de communes propose de mutualiser justement ses ressources humaines avec Chantilly. Et je propose d'émettre sur ce point précis en fait un avis défavorable, tout simplement pour le principe d'indépendance des établissements. C'est-à-dire que là, ce qui est proposé, c'est que la DRH de Chantilly gère les ressources humaines des agents de la communauté de communes. Voilà, je trouve que autoriser ça, en fait, ça fait de la DRH de Chantilly le grand patron de tous les agents, et ça peut éventuellement entraîner des dérives. Donc je ne souhaite pas, et je souhaite que chaque établissement puisse garder son indépendance, au moins au niveau de ses ressources humaines. Ça me semble quand même relativement important. Donc je propose d'émettre un avis défavorable sur ce point. Voilà. Je vous laisse éventuellement, si vous avez des questions, on peut en débattre. Il me semble que des services ont déjà été mutualisés. Oui, mais Et- pas les ressources humaines. Oui, non, mais pas cela. Mais justement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir déjà un feedback sur ceux qui ont été mutualisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est très intéressant votre question. En fait, le service qui est mutualisé aujourd'hui, c'est l'instruction des sols. Ça arrive. Non, ça arrive, oui, c'est ça. Une. L'instruction des sols. Donc, l'instruction des sols, donc en gros, l'instruction des permis de construire et puis des déclarations préalables de travaux ou autres, enfin, tout ce qui est lié à l'urbanisme. Donc, effectivement, ça a été mutualisé au niveau de la communauté de communes et en utilisant des ressources de Chantilly, mais également des ressources de la Morlaix, parce qu'on a un agent qui travaillait avant ici, donc qui est parti en fait à Chantilly. Ça se passe plutôt bien, cette mutualisation, puisque le maire garde la compétence. Donc en fait, il y a un échange. Voilà, donc en fait, il y a vraiment juste un travail administratif qui est fait, mais la décision finale, vu que le maire garde cette compétence au niveau urbanisme, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais ce qui peut être différent, les ressources humaines, il n'y a plus d'intervention d'élus. C'est un agent, un DRH, qui gère d'autres agents. Et on sait, pour voir un petit peu comment se passe un établissement public, que la coopération entre élus et agents, elle n'est pas naturelle. C'est quelque chose d'assez délicat à mener. Et voilà, et je trouve que ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le DRH de Chantilly pourrait outrepasser des décisions de président de CCAC. Voilà, je n'ai pas envie de mettre le doigt là-dedans, donc je préfère émettre un avis défavorable sur ce point-là. Ça me semble compliqué. Mais donc, pour répondre à votre question, effectivement, l'instruction du droit des sols qui est mutualisée, aujourd'hui, se passe bien. Le délai d'instruction, c'est pas allongé de manière... Pas du tout. Non, les délais, non, parce que aujourd'hui, si le délai est dépassé, c'est ce qu'on appelle l'autorisation tacite, c'est que vous avez votre permis. Donc, pour vous délivrer un défavorable, au contraire, il faut que le délai soit respecté. Donc, à la Morlaix, il est très respecté, vu qu'on donne que des défavorables. Je rigole, bien sûr. Oui. Et que de faire le délégué communautaire au personnel, il y a un personnel à la communauté? Non. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Le rattachement serait direct par un DRH et ensuite au président de la communauté. Bah voilà, en fait, c'est le président de la communauté qui est à la délégation ressources humaines, mais voilà, avec avec une emprise un peu compliquée quand même. Vu que c'est pas le patron de la DRH, parce que le patron de la DRH, c'est le maire de Chantilly, c'est pour ça que c'est un micmac qui me semble un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport au texte qui a été voté en comité de communes en début de semaine, ça a été voté d'abord. Non, ça a été présenté en comité de communes. Donc là, il y a l'avis de toutes les communes et ça va passer au prochain conseil communautaire. Ça. Oui, on en a parlé, mais il n'y a pas eu de... C'est pas ce point-là. Je me souviens plus de quoi on en a parlé. Vous avez d'autres questions? Ok. Globalement, ce qui fait peur, c'est quand même la perte de compétences de la mairie. Ah non, alors en fait, ça c'est... Non, je suis d'accord avec vous, c'est le premier point que j'ai vérifié. Donc en fait... Donc si vous regardez à la page 6, donc c'est la loi dite MOB du 12 juillet 1985, ce mécanisme n'entraîne aucun transfert de compétences. Voilà, donc c'est le point essentiel. Voilà, c'est un transfert de ressources financières mais pas de compétences. Ça se fait en deux fois. Non, je propose de passer au vote. Donc qui est contre l'avis que je souhaite émettre? Vous voulez que je vous le relise ou ça va?
s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point numéro 21, c'est le bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières. Donc on vous doit tous les ans de vous faire la liste des acquisitions et cessions. Donc les acquisitions, donc on vous a tout mis, même si de temps en temps ce n'est pas directement la commune qui est l'acheteur. Donc l'acquisition opérée par 2018. Donc nous avons préempté en fait un terrain, Allée des Saules à la Morlèche, donc d'une superficie de 2979 m² pour un prix de 190 000 euros. Nous avons également préempté le terrain adjacent, toujours Allée des Saules, donc sur une parcelle de 660 m² pour un prix de 160 000 euros, donc créant en fait un ensemble, hein, les deux terrains sont l'un à côté de l'autre. Nous avons acquis par l'intermédiaire de l'EPFLO, donc qui porte le projet, donc un terrain chaussée Bertinval d'une superficie de 3689 m² au prix de 393 000 euros. Et les cessions donc, ont été vendues. Donc le bail commercial de la rue Michel Blérech, donc, qui était un bail que la commune avait préempté, donc pour un commerce d'une surface de 69 m² et qui a été revendu le prix de son achat, c'est-à-dire 25 000 euros. Donc il est demandé au Conseil d'approuver le bilan des acquisitions et cessions et dire que ce bilan sera annexé au compte administratif 2018. Est-ce que vous avez des remarques ? C'est de montrer que le document reflète la réalité des opérations qui ont été effectuées. Qu'il n'y a pas eu d'achat. Voilà. C'est comme ça. Il est demandé au Conseil. Donc là, on nous demande une délibération sur ce point-là. Malheureusement, c'est pas moi qui fais la loi. Votez contre. Donc 6 contre. Qui est contre? Donc vous abstenez 6. Qui est pour? Alors avant de... Non, je pourrais le faire après. Questions diverses. Alors, nous avons reçu 2 questions du messager Monsieur Ressian. La question numéro 1. Monsieur le maire, vous avez été reçu par l'ARS le 15 janvier dernier. Peut-on, s'il vous plaît, avoir les conclusions de ce rendez-vous ou, à défaut, votre ressenti? Alors, ma réponse. Donc, avant le démarrage de tout projet, il est nécessaire de réaliser une étude de préfaisabilité financière. Ainsi, le 15 janvier 2019, Madame Caron a été reçue non pas à l'ARS, mais au département, par Madame Anne Fumery, conseillère départementale, Monsieur Michel Monet, chef du bureau valorisation du territoire, et Monsieur David Féliot, directeur adjoint des territoires. Lors de cette réunion, a été évoqué un futur projet de la municipalité concernant l'installation d'une maison de santé sur le territoire communal. Le département a affirmé son soutien financier à la ville dans la mise en œuvre de ce projet. Cette aide s'élèvera à 1 500 € du mètre carré, à hauteur de 35% de l'investissement. En matière de voirie et de réseau, le département subventionne le projet avec un taux de 25%, plafonné à 400 000 €. Donc une réunion pourrait avoir lieu avec l'ARS le 1er mars 2019, mais en fait, nous, pour l'instant, nous n'avons toujours pas rencontré l'ARS. D'accord ? C'est au département que nous sommes allés. Et une rencontre avec les professionnels de santé de la ville a déjà eu lieu le 14 janvier 2019 pour recueillir leur impression sur le projet, et d'autres rencontres suivront prochainement. Question numéro 2. Les coupes au bois bonnet ont pris de plus belle, entraînant entre autres des dégradations dues aux sangliers au niveau du rond-point chaussée Bertinval, devant le gymnase Lamardelle, ainsi que le parcours de santé. Je vous joins 2 photos montrant le massacre de ce bois par une épareuse équipée d'une immense scie circulaire. Alors,
discuté plusieurs fois. Je vous apporte donc une réponse. Donc une réponse a déjà été apportée lors du conseil municipal du 7 novembre 2018, parce qu'en fait vous m'avez déjà posé cette question la dernière fois. Donc je vous invite à vous y référer. Notamment, je sensibilise régulièrement, pour vous l'avoir dit, le maire d'Asnières-sur-Oise, parce que je rappelle que... Oui, non mais... Je sensibilise régulièrement le maire d'Asnières-sur-Oise à ce sujet, puisqu'en fait, le Bois-Bonnet est sur le territoire d'Asnières. Et je lui ai suggéré d'adhérer à la Fédération nationale des communes forestières de France, la FNCOFOR, dont d'ailleurs la commune de La Morlaix est adhérente, suite à l'adoption d'une délibération en date du 13 décembre 2017. Et donc j'ai eu ce dernier, donc le maire d'Asnières récemment, qui m'a indiqué que cette question allait être soumise au prochain conseil municipal. Donc malheureusement, on ne peut pas faire d'ingérence. Je ne suis pas là pour dire au maire d'Asnières ce qu'il doit faire. Voilà. Maintenant, on essaye de le conseiller au mieux, mais il reste maître sur sa commune. Voilà. Donc c'était les deux seules questions que l'on avait. Je voulais vous donner deux informations. La première, c'est que nous allons, dans le cadre du grand débat national, donc nous avons décidé l'organisation d'une réunion de débat qui aura lieu le 7 mars à 19h, probablement au foyer culturel. Le lieu n'est pas vraiment défini, mais je ne vois pas à part où ça peut se situer. Et deuxième point, donc je vous rappelle que vendredi soir à 20h30 a lieu un spectacle qui s'appelle Soirée Jazz Manouche, qui est un spectacle de haute qualité, et donc je vous invite à y participer ou à en faire la promotion autour de vous, puisque ce sont vraiment un groupe de très haute qualité qui vient se produire à la Morlaix. Voilà, je vous remercie. On va clore le conseil municipal là. Sur le même mode un petit peu que la dernière fois, nous avions eu des échanges un peu après le débat du conseil. Si vous avez des points, on peut éventuellement en discuter pendant 5 à 10 minutes en public. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaitez discuter ? Alors j'ai vu effectivement M. Rochat hier à la mairie, qui est venu me faire une remontée d'informations sur un problème effectivement de circulation de PMR sur l'avenue de Gouvieux pour accéder devant le Crédit Agricole qui s'est installé temporairement sur la pelouse. Je lui ai dit que les travaux étaient, ce genre d'aménagement était discuté en commission travaux, et que faisant partie de votre liste, vous aviez des représentants participant à ces commissions de travaux, qu'il fallait faire remonter l'information et qu'on en discuterait sans aucun problème. Voilà. Pardon ? Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Ben, excusez-moi, mais j'avais un rendez-vous derrière. Ensuite, au niveau du traitement des aménagements PMR, je pense que ce qu'on fait depuis 2 ans en termes d'aménagement PMR, il n'y a pas grand monde qui peut se targuer d'avoir un bilan plus intéressant que le nôtre. Ouais. Il y avait rendez-vous ? Vous étiez présent ou pas, monsieur Domon ? Non. D'accord, merci. Oui, bah écoutez, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, elle va être repositionnée sur le long de la place. On a prévu effectivement de conserver cette place handicapée qui va être située en face la place. Monsieur parle de la place Foch, j'imagine. Hein, voilà, c'est ça. Ouais, donc, elle va la être place handicapée au niveau de la place Foch. Elle est située sur l'avenue Michel Blairet, côté place, justement. Voilà, donc on la conserve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc en accessibilité directe sur la place. Oui. D'autres questions ?
J'avais une question. Alors, on voit la police de plus en plus tourner autour des écoles, c'est très bien. Merci. Ceci dit, moi je vais quand même. Non mais, on avait une discussion avec Stéphane il y a de ça quelques temps concernant les radars pédagogiques. Rue Jean-Biondi, on a retiré le radar pédagogique. L'argument c'était au bout d'1 an ou 2 ans, je ne sais plus, on le change et on sort le fusil. Non, c'était de faire de la pédagogie. Oui, mais non mais de faire de la pédagogie avec le radar pédagogique et une fois qu'on le retire, on sévit. Aujourd'hui, il n'y a plus de radar pédagogique. On va vraisemblablement sévir à un moment ou un autre. C'est déjà fait. J'ai des comptes rendus, moi, journaliers des actions de la police municipale. Et je peux vous dire que des verbalisations, il y en a. Au niveau de la vitesse ? Non, au niveau du stationnement. Mais au niveau de la vitesse, le radar pédagogique, j'espère que vous êtes allé ressortir quand il était présent, un petit peu les relevés, c'est effarant. Entre 8h30 et 9h, c'était vraiment effarant, je les ai eus. Donc voilà. Je pense vraiment qu'il faut les remettre, parce que je vois que sur la départementale, ça fait 5 ou 6 ans qu'il y est, ça fait pas 2 ans. Donc je ne vois pas pourquoi un endroit on dit que c'est 2 ans et l'autre on le laisse 5 ou 6 ans. En fait, c'est parce qu'on en avait besoin que d'un seul. Et pour le remettre rue Michel Blairet, donc on a laissé l'autre où il était. Bah si. Ou alors c'est nouveau, mais bon, écoutez, j'en prends note et on vérifiera le fonctionnement, mais jusqu'à... Ah d'accord, bah, écoutez, on va vérifier. Normalement, jusqu'à récemment, il fonctionnait en tout cas. Alors, concernant les contrôles de vitesse rue Jean-Biondi, parce que ça doit être de ça que tu parles. Oui, alors du Maréchal Joffre, je connais un petit peu, je sais qu'il y a aussi de la vitesse, mais j'en suis moins témoin. Rue Jean-Biondi, on a fait avec M. Goujard et Jean-Noël et M. Harry, on a fait une réunion avec les parents d'élèves délégués du groupe Saint-Exupéry, et ce point-là a été soulevé justement. On a fait la réunion il y a quoi ? Il y a une quinzaine, il y a 2 semaines, voilà, c'est ça. Donc ce point de vitesse a été soulevé. Lors de cette réunion, M. Harrure a souligné le fait que les contrôles étaient faits régulièrement. Nous lui avons demandé d'en faire plus souvent. C'est pour ça qu'il fait des comptes rendus réguliers, journaliers maintenant, et d'avoir une présence policière plus importante à l'entrée, aux entrées et aux sorties de ces écoles. Voilà. Donc effectivement, ils sont là beaucoup plus souvent maintenant pour faire des contrôles. Mais d'après les premiers contrôles qu'eux avaient fait avant cette réunion-là, ils n'avaient pas relevé des excès aussi fréquents qu'on pourrait l'imaginer d'après ces rapports. Voilà. Maintenant, effectivement, depuis 15 jours, ils ont refait d'autres relevés de vitesse. J'imagine qu'il y a peut-être eu ça peut-être que Jean-Noël pourra nous le dire, mais on a eu peut-être des infractions qui ont été relevées et sanctionnées vraisemblablement. Pour le radar pédagogique, comme je l'ai expliqué, effectivement, c'est pédagogique. Hein, on peut le remettre, on pourra en remettre un, effectivement, mais pédagogique, normalement, ça doit durer un certain temps. C'est pas fait pour que ça soit mis en place indéfiniment, quoi. Maintenant, si ça répond à une demande et qu'on voit que les contrôles n'y changent rien, on pourrait éventuellement le remettre. Mais là, pour le coup, ce qui marche plus, c'est les contrôles et les sanctions, parce qu'il n'y a que ça qui, aujourd'hui, malheureusement, fonctionne. Mais le radar pédagogique, l'effet visuel, honnêtement, je pense qu'il servait. Alors, les gens n'étaient évidemment pas à 30, mais au lieu d'être à 50 ou 60, ils étaient peut-être à 45, quoi. Alors, on va aussi refaire la signalétique au sol au printemps. C'est-à-dire que pour la zone 30, on a fait des entrées au sol, des cercles de 30, vous avez vu, là, de rayons réglementaires. Vous ne pouvez pas faire plus. Sauf que, effectivement, pour qu'ils soient encore plus visuels, on va les faire de taille maintenant non réglementaire. C'est-à-dire qu'on va les faire beaucoup plus grands, comme ça se fait dans quelques communes, pour qu'il y ait un impact visuel plus important sur les conducteurs. Peut-être que ça améliorera également l'attention des gens sur leur vitesse dans cette rue-là. De quoi vous parlez? Éclairez quoi? Alors, c'est le code de la route, oui. Bah, c'est une zone 30, donc déjà vous...
On va vérifier, c'est vrai que moi j'avais plutôt la sensation que c'était là, mais... Ok. Pourtant, il y en a... J'ai reçu des courriers en disant qu'on éclairait trop. Hein. Ah oui, mais les avis sont divergents. Mais on va regarder effectivement ce signalement qui me semble un peu logique. D'autres remarques ou d'autres questions? Eh bien, très bien. Donc nous levons définitivement la séance. Voilà, merci.